Justement, l'homme a-t-il perdu le contact avec la nature au risque de la détruire et de disparaître avec elle? On en parle avec l'ethno-écologue Serge Bahuchet, l'invité du Grand Angle. Bonjour Serge Bahuchet. Bonjour. Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir pour parler de votre dernier livre, Les jardiniers de la nature. C'est chez Odile Jacob, un livre passionnant sur les rapports entre l'homme et la nature. Donc, pour expliquer, comme vous le dites vous-même dans le livre, que l'existence de l'espèce humaine depuis nos origines lointaines est intimement liée à la diversité biologique et que notre avenir dépend de cette relation, de cet équilibre aujourd'hui menacé, on peut le dire. Alors, on peut dire aussi que vous avez consacré votre vie à la nature, à étudier le rapport entre l'homme et la nature. Oui, j'ai consacré ma vie plutôt aux relations de l'homme avec la nature qu'à la nature elle-même, en effet. Vous avez passé plusieurs années, notamment en Afrique centrale. Oui, j'ai commencé à travailler en République centrafricaine quand j'étais jeune, et dans une communauté fascinante qui sont des chasseurs-cueilleurs Aka, qui vivent dans la forêt. Et puis de là, j'ai élargi mon expérience à d'autres pays d'Afrique centrale, qui est une région du monde que j'aime beaucoup. Alors, on va en reparler de ça d'ailleurs, mais vous vous présentez comme un ethno-écologue. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est un ethno-écologue? Alors, l'ethno-écologue, c'est un petit bout d'ethnologie, mais c'est la partie de l'ethnologie qui s'intéresse à la nature. C'est-à-dire que ce qui nous concerne, moi-même et mes collègues, c'est ce qu'on appelle les savoirs, donc quelles sont les connaissances que les hommes ont sur la nature, et les savoir-faire, c'est-à-dire les pratiques qu'ils ont avec, et puis l'interaction qui est entre les deux. Donc notre point de vue, c'est celui des hommes, des villageois, des gens qui vivent avec la nature, comment ils se nourrissent avec, qu'est-ce qu'ils en font dans leur technique. Ces hommes avec qui vous avez été en contact donc plusieurs années, notamment en Afrique. Alors, vous posez une question très importante au début du livre. Vous vous posez la question de savoir si l'homme est destructeur ou créateur de diversité biologique. Qu'est-ce que vous répondez alors à cette question? On répond un peu des deux. En fait, c'est un débat assez important qu'il y a dans les milieux d'écologie et dans les milieux d'anthropologie. Les écologues qui s'efforcent de conserver la nature, de la protéger contre les exactions très nombreuses qu'on peut observer partout et la destruction de la biodiversité, ont tendance à considérer que l'homme est extérieur à la nature. À l'inverse, les anthropologues, les ethnologues, eux, considèrent que l'homme pense la nature, il vit dans la nature, il la connaît, en quelque sorte, il l'invente. Après, ils vont un petit peu exagérer en disant que l'homme crée de la biodiversité, ce à quoi les naturalistes vont dire que c'est pas possible. La nature a existé avant que l'espèce humaine arrive. Donc il y a un débat autour de cela. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que pour nous, les Occidentaux, depuis plusieurs siècles, quand on pense à la nature, on la pense sans les hommes. La nature, c'est l'absence de l'homme. Ce qui est paradoxal, parce qu'en fait, partout en France, il y a des hommes. Il n'y a pas un morceau de France où la nature n'a pas été transformée par les activités de nos ancêtres paysans. Alors, je le disais, vous avez beaucoup voyagé. Vous avez écrit déjà une quinzaine de livres. Voyagé en Guyane, au Brésil, au Mexique. Vous avez vécu, on l'a dit, en République centrafricaine. Vous évoquez à plusieurs reprises, d'ailleurs, dans votre livre, le peuple Aka, qui est un peuple de pygmées de Centrafrique. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent, les Aka, sur la relation entre l'homme et la nature? Alors les Aka, c'est une petite société, donc les groupes sociaux sont des familles élargies, c'est une communauté dont les interactions entre les membres est importante, et c'est une communauté qui vit immergée dans le milieu naturel en relation avec d'autres populations d'agriculteurs autour d'eux, ils ne sont pas du tout coupés du monde. Et ce qui est important, c'est que en fait, les enfants apprennent de leurs parents, de leurs grands-parents, les gestes du quotidien. Ils apprennent les espèces animales, les espèces végétales, depuis les insectes jusqu'aux singes. Et on se rend compte qu'il y a une intimité, une transmission du savoir et une intimité que nous avons perdue parce que nous allons à l'école, nous apprenons dans les livres ou à la télévision. Oui, mais en même temps, eux vivent justement dans une petite communauté. Alors j'ai envie de dire, quand on doit nourrir ou donner du travail à 7,5 milliards d'êtres humains, peut-être que c'est difficile d'être des jardiniers de la nature comme les Aka. C'est difficile de l'être, mais ce qui est important, c'est l'acquisition du savoir. L'éducation qui se passe et l'acquisition du savoir. Nous avons plus de connaissances sur la nature. Nous autres, les citadins, nous avons même aucune idée que la viande que nous mangeons, elle est portée par des animaux qui vivent. C'est cette relation qui doit se recréer
Oui, par l'éducation, par la pratique, faire des jardins aux enfants, va leur donner une autre image de ce que c'est que la vie. Alors justement, vous parlez d'alimentation et vous dites, par exemple, à propos de l'alimentation des Hakka, vous écrivez que le repas des Hakka est un résumé d'une histoire complexe. Oui. Expliquez-nous pourquoi. Mais parce que, effectivement, ils vont ramasser des plantes dans la forêt, déterrer des tubercules, ramasser des noix, chasser des animaux et les manger. Mais en même temps, ils vont, par les échanges avec les populations qui les entourent, les Hakka sont des chasseurs-cueilleurs, donc ils ne pratiquent pas l'agriculture pour eux-mêmes, mais ils vont vivre avec d'autres sociétés d'agriculteurs qui, eux, cultivent des plantes dont une partie de l'histoire des siècles provient d'autres continents. L'Afrique centrale mange du manioc, qui est une plante américaine, mange aussi des bananes plantains, qui est une plante asiatique, au cours des siècles. On peut dire qu'eux, ce sont des jardiniers de la nature. Expliquez-nous ce titre, les jardiniers de la nature. C'est un titre qui, pour souligner l'interaction qu'on a avec le milieu naturel, pour souligner aussi que les milieux que nous connaissons ont été transformés par les pratiques de milliers de générations de gens qui nous ont précédés. Évidemment, les prairies, les champs de blé en France, on le sait qu'ils ont été faits par des paysans. Mais la forêt équatoriale, on ne le sait pas. Ouais. En fait, elle a été transformée parce qu'il y a des générations et des générations et des générations, pendant 2000, 3000 ans, de gens qui ont fait de l'agriculture et qui ont donc transformer la végétation. Et on trouve ça sur tous les écosystèmes du monde. C'est là qu'on peut dire que l'homme est producteur de biodiversité, par son action sur la nature et notamment sur la forêt. Il est transformateur de biodiversité. L'homme, la seule biodiversité qu'il a créée, c'est les plantes cultivées ou les animaux domestiques. Ouais. Donc là, c'est vraiment une création. Mais toutes les autres espèces ne doivent rien. Par contre, nous intervenons sur leur distribution dans l'espace. Vous iriez jusqu'à dire que la nature vierge, c'est un mythe, ça n'existe pas ? Je pense effectivement que la nature vierge, elle est restreinte à quelques vallées dans les montagnes perdues ou quelques petites poches très isolées ou sur des îles où l'homme n'habite pas. Ouais. Mais la totalité des écosystèmes du monde ont été modifiés, quelquefois de manière extrêmement importante, mais d'autres fois d'une manière presque insensible. Et c'est ça le miracle, en fait. C'est que les activités de l'homme, elles permettent la dynamique de la nature, elles permettent aussi une riche biodiversité, puisque c'est un des thèmes importants des débats actuels sur la biodiversité. Oui, mais justement, aujourd'hui, on a été trop loin dans la transformation de la nature. On l'a fait plus que la transformer, on la met vraiment en danger. Alors on va trop loin parce qu'on l'exploite trop. Et en fait, si on regarde un petit peu comment le monde est organisé, il y a des régions très riches qui utilisent des ressources de régions soit moins peuplées, soit moins riches, et qui dépendent de l'exportation des ressources vers les pays riches. Et là, oui, il y a une surexploitation qui remonte à il y a un siècle ou 2 siècles déjà, et il y a beaucoup trop d'emprise sur l'écosystème. Mais est-ce qu'on peut dire que, si je vous dis que votre livre a un petit parfum de nostalgie sur le thème « c'était mieux avant, c'était mieux comme on fait dans les peuples, les tribus reculées », mais bon, on est dans un monde aujourd'hui tel qu'il fonctionne avec les échanges. Comment est-ce qu'on peut concilier justement le progrès, l'alimentation de 7,5 milliards d'habitants, comme j'ai dit tout à l'heure, et en même temps le rapport avec la nature? C'est difficile. Alors, le but du livre n'était pas d'être nostalgique, je ne le suis pas particulièrement. Par contre, je suis admiratif des savoir-faire des générations antérieures. J'ai toujours été fasciné par le fait que c'est très facile d'aller au bout du monde dans des communautés un peu isolées, puis de voir des gens qui vivent de manière un peu exotique. Mais cet exotisme, il s'efface si on regarde comment on vivait, nous, en France ou en Europe, il y a 2 siècles. Et on retrouve des points communs, on retrouve beaucoup de similitudes. Je suis aussi très frappé par les similitudes de techniques, de pêche, de chasse, d'agriculture. Il y a beaucoup de points communs. Donc ça, c'était une chose que je voulais montrer. C'est aussi pour ça qu'il y a souvent des appels au passé. Alors, comment on fait pour ne pas surexploiter la nature? À mon avis, un des éléments importants, c'est déjà de regarder ce qu'on mange, de voir d'où ça vient et de s'efforcer de consommer autour de nous. Ça passe par l'alimentation, parce que vous le dites, et c'est vrai, c'est souvent l'alimentation aujourd'hui, c'est souvent notre dernière connexion avec la nature. En effet. En tout cas pour les citadins. Pour les citadins, pour les paysans aussi. Oui. Et c'est aussi, bon, dans mon métier, vous avez mentionné l'ethnoécologie, j'aime bien indiquer que si on veut examiner la relation entre une société humaine et l'environnement et la nature, en fait, l'alimentation, c'est vraiment le médiateur entre les deux. Donc c'est très important d'apprendre aujourd'hui à mieux manger, à manger autrement. Ça peut aussi être un acte, j'allais dire,
démocratique d'une certaine manière. Oui, ça l'est. Et c'est aussi pour ça que l'éducation doit rentrer en ligne de compte. On a aussi, vous savez bien que dans notre pays, une partie des paysans ont beaucoup de mal à vivre de leur métier, parce qu'ils ne sont pas rémunérés à hauteur de ce qu'ils font. Mais il y a beaucoup de gens... Dans la concurrence, évidemment, de grands groupes... j'allais dire, qui font de l'agriculture intensive, qui peuvent vendre à des prix beaucoup plus bas. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens maintenant, de plus en plus, des jeunes, des moins jeunes, qui se disent le pain que je mange, il n'est pas bon, mon fromage, il n'a plus de goût. Et il y a des gens qui savent faire du bon pain et du bon fromage, et puis qui n'arrivent pas à le vendre. Donc il y a quand même un équilibre à retrouver. Qui devrait permettre d'améliorer notre relation avec la nature. C'est pas un livre sur les conséquences du réchauffement climatique, on l'a bien compris, mais vous parlez quand même des responsables politiques. À la fin du livre, vous dites il y a eu Rio 92, c'est le premier sommet de la Terre, ensuite il y a eu les 20 ans du sommet de la Terre, puis il y a eu la COP 21 à Paris, tout le monde s'en souvient, donc la grande conférence sur le climat. Il y aura demain, après-demain, celle qui s'ouvre à Bonn. Et pour vous, ce sont des échecs à répétition. Vous ne faites plus vraiment confiance aux hommes politiques, au gouvernement. Au début, ça ne l'était pas, mais effectivement, la deuxième conférence de la Terre, donc en 2012, elle s'est terminée par un échec. On attendait le sacre de l'économie verte et on a vu que les gouvernements n'ont pris aucune décision, ils n'ont rien annoncé. Bon, effectivement, vous mentionnez les rapports sur le réchauffement climatique, on voit bien qu'il y a des promesses et il n'y a rien qui suit. Donc, les politiques ne feront quelque chose que si leurs opinions publiques les poussent à ça. Mais d'eux-mêmes, ils ne le feront pas. En tout cas, c'est un livre passionnant. On a parlé de l'alimentation, mais il y a encore beaucoup de choses. Il y a le rapport avec la forêt, comment dirais-je, les bactéries, les microbes. Enfin, tout ça, c'est dans votre livre. La chasse, la pêche. Voilà. En tout cas, je renvoie à tous ceux qui sont, j'allais dire, c'est plus que les amoureux de la nature, tous ceux qui sont intéressés par notre devenir et notre relation aujourd'hui, en 2017, en particulier dans les pays occidentaux avec la nature. Je renvoie à votre livre, donc Les Jardiniers de la nature, aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup, Serge Bahuchet, d'être venu en parler dans 64 minutes.